Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus malgré que, il a plu un petit peu, mais c'est pas grand-chose. Donc, je vous remercie de votre confiance et puis de vous être fait mouiller un peu pour nous. Je vous remercie parce que c'est vraiment un boulot monstrueux qu'on fait là pour les livres. Et vous répondez. Et je trouve que c'est à notre époque une bonne manière de dire que les livres existent encore. Vous êtes chaleureux, vous êtes généreux, et je trouve que c'est réconfortant en notre période. Donc, je vous présente aussi. On a une chance extraordinaire, c'est d'avoir Victoria Hislop avec nous. C'était un rêve. Je vous dis pas qu'on a une chance d'avoir une marraine comme femme parce que ça me paraît logique, mais bon, c'est un rêve parce que elle va pas souvent dans ce genre de manifestation. Elle est adorable, elle écrit des livres merveilleux. En plus, je le pense, ce que je dis. Je remercie vraiment, là c'est une belle année malgré le temps, mais ça va s'améliorer demain. Je remercie la mairie de Saint-Maur, la municipalité, tous les gens qui ont travaillé là, parce que franchement, j'étais un peu inquiet du lieu où on est, j'étais un peu inquiet parce que c'est énorme, et je vois que tout le monde est content, que tout le monde y a mis du sien, qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, que vous êtes là, parce que ce salon, il n'existera que si vous êtes là. Donc je vous en remercie beaucoup. Et puis je vais laisser la parole à Monsieur le maire pour qu'il nous parle de ce salon et de cette ville. Merci Gérard. Vous pouvez applaudir Gérard d'ailleurs, parce que Victoria, notre marraine britannique, parce que c'est quand même un temps comme en Angleterre, on en connaît un peu. Donc c'est un hommage en fait. Alors honnêtement, c'est un hommage qui hier soir nous a fait peur. Gérard, hein, c'est la mousson. Moi, je suis député maire, donc moi Gérard, je vais faire de la politique. Et j'aimerais vous dire que ce salon, et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'on est le 18 juin. Vous savez que en 1940, c'est à Londres que le général de Gaulle a lancé son appel à la résistance. Eh bien, ce salon, c'est le salon de la résistance, Gérard. C'est le salon de la résistance. Non, mais j'entends des rires, mais c'est important. Gérard est adepte des belles lettres, enfin des lettres d'une façon générale d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a des belles, s'il y en a des moins gracieuses, mais en tout cas, c'est un adepte de littérature et chacun le sait, que tout le monde connaît son talent et tout le monde connaît la Griffe Noire et tout ce que vous faites pour la littérature et pour les libraires. Mais quand je dis que c'est un salon de la résistance, parce que c'est un salon d'abord populaire. C'est-à-dire c'est un salon qui est ouvert à tout le monde, c'est la grande librairie. En réalité, la très grande librairie, c'est ici. C'est ici. Ici, c'est une grande librairie, c'est gratuit, tout le monde vient picorer, vient prendre ce qu'il aime, les auteurs qu'il aime, et c'est une réussite. Mais c'est une résistance également parce que, aujourd'hui, tout le monde se désengage de la culture. Absolument tout le monde. Et moi, je suis très fier qu'à sa mort, on puisse accompagner la Griffe Noire. Accompagner des talents, mais accompagner des initiatives. Tu l'as dit hier soir, et je vois André Caspi, le professeur Caspi là-bas, qui se cache dans un coin, mais hier soir, vous savez, à 18h, c'était plus la pluie anglaise, là, c'était la tornade, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y avait 65 000, il y a toujours 65 000 livres qui étaient là, et on s'est dit, mais comment vont-ils tenir? Tous les personnels de la Griffe Noire et 50 personnels de la ville sont venus et ont fait en sorte que ce salon demeure. Ce n'est pas juste les 100 000 euros que la ville donne pour le salon. C'est salutaire pour la culture et pour le livre, pour les librairies. Et à un moment où on se demande où on va, eh bien, dans les livres et dans les 65 volumes qu'il y a ici, il y a un peu de la vérité de notre pays, il y a un peu de la vérité de l'ordre britannique, il y a un peu de la vérité du monde, et c'est une richesse que nous devons partager. Et plus le grand monde la partage, et moi je suis très fier qu'à Saint-Maur, avec la Griffe Noire, nous réussissions à faire en sorte que ce salon vive. Alors je vois Alien en sortie ou Alien en action. Peut-être que nous sommes encore que des aliens, mais je pense qu'une partie, et finalement comme nous sommes sous l'aune
de Queen Mary, de notre reine-mère, pardon, qui doit se trouver là-bas. Finalement, je peux être un peu impertinent, mais je pense qu'une partie du monde libre se trouve ici, Gérard. Nous sommes dans un salon de résistance populaire, et je suis heureux que ce soit à Saint-Maur que ça se passe. Bonjour. C'est pour moi un énorme honneur d'avoir été choisie comme la marraine de ce salon de livres. C'est un plaisir de me retrouver entourée de tant d'auteurs, anglais, irlandais, français, américains, du monde entier. Tout d'abord, j'aimerais remercier le maire de Saint-Maur, Sylvain Berrios. Je suis aussi reconnaissante à la magnifique librairie La Griffe Noire, à Gérard et à Jean, pour son soutien pendant les années et pour un livre de poche. En Angleterre, Alan Lane a publié le premier paperback en poche chez Penguin Books en 1935, alors que la reine Elisabeth avait 9 ans. C'est intéressant qu'il a choisi un livre français pour le premier paperback en Angleterre. C'était Ariel de André Mauroy, une biographie de l'un de nos poètes célèbres, Shelley. C'est donc un privilège d'être ici au moment que vous faites honneur à la littérature anglaise. Quelque chose aussi très intéressant, c'est l'année 1953. C'était une année importante en France et en Angleterre. C'était l'année du couronnement de notre reine, Élisabeth, et aussi la première parution de livres de poche. Le livre de poche a été une révolution dans le monde de l'édition. Jusque-là et maintenant, on peut voyager dans le temps ou dans l'espace pour le prix du café et croissant matinal. C'est pas cher du tout à lire. Maintenant, on a tendance de diviser le monde de la littérature par langue et par pays. On parle de littérature anglo-saxon, français, espagnol, allemand. Mais le monde d'idées est universel. En ce moment, on parle beaucoup de frontières en Europe, mais ce qui me passionne et ce qui me redonne l'espoir, c'est le fait que la littérature ne connaît pas de frontières. La littérature, surtout en traduction, voyage de pays en pays. La littérature nous permet d'entreapercevoir des vies différentes, des pays étrangers. Elle met face à face avec d'autres cultures, nous aide à les comprendre, nous enseigne la compassion et l'empathie. Merci beaucoup. Je crois que j'aurais pu parler des bouquins de Victoria, mais je préférais des gens qui sont plus compétents, plus jolis. Donc, je pense que, voilà, c'est à toi de parler des livres de Victoria. Je crois que tu es en plus amoureuse de ces bouquins. Donc, oui. Oui. Bonjour. Oui, en effet, moi, mon métier, c'est de lire, et je lis les livres de Victoria depuis le début. Je vais vous le faire rapidement parce que... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un syndrome assez bizarre, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des femmes qui prennent la parole, les cloches sonnent. Alors c'est très bien. Donc, je me pose la question sur le prêtre que nous avons derrière. C'est soit un fin lettré féministe. Alors moi je dis que c'est un signe parce que justement, alors bon, on va aller vite parce que je crois qu'il reste de toute façon pas beaucoup de temps. Mais bref, dans tous les livres de Victoria que j'ai traités
avec beaucoup de joie toujours dans mon journal, qui est Le Point. Il y en avait une sur le deuxième livre, donc c'était le fil des souvenirs, et on l'avait titré, et je trouvais que le titre était très bien parce qu'il disait beaucoup sur l'univers en fait de Victoria. Ça s'appelait Lettre de Victoria Hislop aux Thessaloniciens. Vous voyez, donc les cloches tombent assez bien. Il y a un côté justement un petit peu sacré, parce que je trouve que les livres de Victoria, on les ouvre. Il y a quelque chose d'un peu liturgique en fait dans vos livres. Il suffit de les regarder, les couvertures. Rien que les couvertures d'ailleurs, hein, il y a une vraie charte, quoi. Il y a on a des ciels immenses, la Méditerranée, évidemment, quelque chose de très nostalgique. J'ai plein de questions, mais je vais enchaîner sur la première. Justement, il y a une vraie continuité dans vos livres, et pas seulement dans les couvertures. Je crois que vous faites partie de ces auteurs obsessionnels, c'est-à-dire souvent les meilleurs, qui écrivent comme ça, livre après livre, comme un chapitre d'une grande œuvre. Qu'est-ce que ça vous dit si je vous dis que vous êtes un auteur obsessionnel, avec cette obsession de la Méditerranée, des histoires de famille, généralement il y a du monde dans les placards qu'on a caché ou dissimulé. Est-ce que vous écrivez toujours la même histoire? C'est pas quelque chose que je fais. Au commencement, je sais jamais ce qui est le sujet. C'est comme un voyage pour moi. Je commence d'habitude avec un endroit, avec une ville, avec une île. Et je découvre quelque chose dans cet endroit qui m'intéresse, qui peut-être c'est pas très connu, peut-être un secret. Un stigme, parce qu'avec 3 livres, j'ai décrit les guerres civiles, et avec le 4e, ou le premier, c'était le lèpre. Avec tous les 4, il y avait beaucoup de secrets, de choses qui n'ont pas parlé les gens, qui voulaient oublier. Donc c'est pour moi très intéressant. Donc c'est un sujet qui m'attire. Pourquoi on ne peut pas de stigme. C'est au centre de mes romans, je crois. Justement, vos romans, effectivement, sont très... il y a beaucoup d'histoires, une histoire généralement qu'on ne connaît pas bien ou mal. Je ne sais pas, comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez avec des historiens? Je pense à... comment s'appelle-t-il? J'ai un trou. Ken Follett, votre compatriote, qui lui travaille avec 8 historiens qui relisent chacune de ces milliers de pages. Comment vous travaillez justement au plan historique? Je ne collabore avec les historiens, mais je lis tous leurs livres dans le sujet de la guerre civile en Espagne, par exemple, et en Grèce. Mais il faut que je suis un peu loin d'eux. Je ne parle pas avec eux. Ils ne me connaissent pas. Mais après, par exemple, avec une dernière danse qui est en Espagne, se déroule en Espagne, j'ai donné le livre à le professeur d'histoire espagnole à Londres, Paul Preston. Il est très connu. C'était très dangereux pour moi, mais je voulais beaucoup qu'il le lise. Il était assez content. Je crois que peut-être les historiens méfient un peu les romanciers. Ils ont peur parce qu'un romancier a la liberté de réimaginer les événements d'histoire, d'imaginer comment il était pour les familles, pour les enfants. Et dans les histoires académiques, c'est très rare pour les historiens d'étudier peut-être la vie quotidienne des familles dans une guerre. C'est ça qui m'intéresse. Vous parlez d'un professeur connu à qui vous avez confié la relecture d'une dernière danse. Vous en avez rencontré un autre professeur à Oxford qui s'appelle William Boyd, qui était, je crois, votre prof. Bon, déjà, je ne sais pas ce que ça doit être bien d'avoir William Boyd comme prof. Que vous a-t-il appris? Je sais que c'est un de vos écrivains fétiches. Il était mon prof à Oxford pour une année. J'ai étudié la littérature du XXe siècle avec lui.
Mais il y avait un petit problème parce qu'à Oxford, on étudie avec une copine. Il y a deux filles, deux garçons en chaque classe. C'est très, très petite. Et pour étudier avec William, j'ai dû aller à bicyclette. Oui, à la maison de William avec mon ami. Et mon ami, il est très, très beau, William Boyd. Et mon ami était tombée amoureuse. Et pas vous Entièrement, pas moi, avec William Boyd. Donc, nous sommes arrivés à l'appartement, très, très bel appartement à Oxford. Et mon ami a tombé dans les pommes. Chaque semaine, chaque jeudi, l'après-midi, à 2h, nous sommes arrivés. À 2h05, elle a tombé dans les pommes. Donc, et après 1 heure, sur la chaise longue, il avait peut-être un français, c'était une chaise longue, très traditionnelle. Elle était là, dans in a faint, comme ça, avec les yeux fermés. J'ai pas appris pas de choses, pas du tout. Donc, il était très, très agréable, très gentil. Mais j'ai pas appris beaucoup de la littérature du XXe siècle. C'est incroyable cette histoire. Et ça a duré pendant 1 an. Et c'est pas de chance quand même d'avoir William Boyd comme prof et de ne pas pouvoir en profiter. Quelle chance. Et alors lui, vous avez peut-être lu du coup quand même ses livres. Il a écrit le premier grand succès, c'est Un Anglais sous les tropiques. Oui, évidemment. Il a écrit en anglais Le Good Man in Africa à 7 ans, dans 1989 peut-être. C'est à 7 ans que j'étais à Oxford avec lui. Et je crois que pour l'heure, avec mon ami sur la chaise longue, il écrivait Le Good Man in Africa. Mais oui. Oui, peut-être. Elle est peut-être dedans. Et je fais le rapprochement avec Un Anglais sous les tropiques, parce que effectivement, vous êtes aussi une Anglaise, pas sous les tropiques, mais en Méditerranée, quand même, toute Chypre, les îles. Je crois d'ailleurs que vous habitez en Crète, une partie d'où vous vient cette fascination. Peut-être manquez-vous un peu de soleil chez vous, je ne sais pas. Mais pourquoi avez-vous choisi cette Méditerranée un peu oubliée, d'accord ? Je ne sais pas exactement pourquoi. Mes racines sont d'Angleterre, mon sang je suis entièrement anglaise. Mais je suis européenne. Mon esprit, c'est pas du tout anglais. Donc, pour la première 16 années de ma vie, je ne suis pas sortie de l'Angleterre, pas du tout. Une fois en France pour le mariage de ma cousine qui est mariée avec un Français. Donc, la première fois, j'avais 16 ans, je suis allée en Europe. Et c'était une révélation, les autres pays de la Méditerranée. Et après 7 ans, j'ai voyagé partout. Et je suis très contente, plus contente en France, Italie, en Espagne, en Grèce, que je suis en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le soleil, mais... En tout cas, c'est le pays de votre littérature, en tout cas, de votre imaginaire. Oui. Et je ne suis pas inspirée du tout en Angleterre. Je ne peux pas décrire les Anglais, pas du tout. J'ai écrit mon nouveau roman qui, je l'ai fini la semaine dernière. Il y a des Français dans le livre, et les Grecs, mais pas les Anglais. Il y a un Anglais très important, mais c'est un méchant, il y a non ? Plus de Français qu'Anglais. Je crois qu'on a... Voilà, c'est terminé. Alors, oui, je voulais simplement dire quelque chose, parce que ça nous paraît naturel, là, mais elle fait une chose quand même formidable. Elle parle français.
Je veux dire, je vous rendez compte, c'est-à-dire que il y a combien d'entre nous qui parlons anglais comme elle parle français, voyez-vous? Je me pose un peu la question et je trouve qu'il y a beaucoup de... je trouve que c'est très flatteur pour notre langue, c'est très généreux vis-à-vis de nous, c'est très respectueux, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ça et je vous en remercie énormément. Je crois qu'on peut l'applaudir pour ça. Merci. Merci.